Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on commence par ouvrir une page de l'actualité de notre région et notre dossier du jour est consacré au Salon de l'Automobile qui s'est ouvert hier en grande pompe. Tous les constructeurs ont présenté leurs nouveautés, leurs innovations, mais le rendez-vous des amoureux de voitures est aussi l'occasion d'ouvrir un autre sujet, un autre débat, celui de la place de la voiture et de l'évolution du parc automobile. À Paris et dans le Grand Paris, le temps est au bannissement de la voiture, jugée trop polluante et trop bruyante. En tout cas, la voiture à véhicule thermique. Les innovations peuvent-elles changer la donne? L'électrification du parc fait-elle du bien ou fait-elle du mal à notre économie? Sommes-nous compétitifs? La réponse avec nos invités. En culture, les cabines de la piscine Molitor deviennent autant de fenêtres sur le monde du street art avec 70 artistes du monde entier qui ont été invités à s'exprimer pour une expo à 360 sur l'art urbain. De l'éco et de la conso, enfin, c'est notre rendez-vous du mardi et la folie de Vinted, cette plateforme de revente de vêtements qui explose tous les records et qui a permis à certains de récolter une somme rondelette. On en parle avec Emma Confrère qui a mené l'enquête pour le Figaro. C'est tout à l'heure. Les amateurs de voitures se sont donné rendez-vous hier à la porte de Versailles pour le salon de l'automobile. Derrière les innovations présentées et les animations proposées par les constructeurs toujours plus nombreux, une inquiétude, celle de notre souveraineté économique sur le secteur. Le président Emmanuel Macron s'est félicité de la production de la première voiture électrique française malgré la féroce concurrence chinoise. Je vous propose qu'on l'écoute. Il y a 5 ans, on pensait inimaginable de produire des véhicules électriques en France. Totalement. Il y a 2 ans, on disait on va le faire. Là, on a le premier véhicule totalement électrique. C'est-à-dire le véhicule est assemblé, les pièces sont produites, la batterie est en France et on a des grands acteurs qui sont en train de faire ces gigafactories de batteries qui émergent. Donc ça, c'est une avancée qui montre qu'on transforme, on crée des emplois et donc il faut tenir même si la période est difficile. Et l'Europe, comme la France, doit aussi apporter du soutien dans cette période et de la stabilité. La production de véhicules électriques est-elle la solution à tous nos problèmes? C'est la question que je vous pose, messieurs. Antoine Lafay, vous êtes directeur recherche et développement dans les logiciels d'aide à la conduite. Vous êtes accompagné en plateau d'Olivier Blond, président de Bruit Paris, délégué spécial au Conseil régional pour la santé environnementale, et de Yann Azran, expert en mobilité et co-organisateur du Salon national de l'automobile électrique. Cette question est donc pour vous, Electric Test Days. C'est l'électrique la solution aujourd'hui? La solution, peut-être pas à tous nos problèmes, mais on se rend bien compte quand même que pour l'industrie automobile, on est arrivé maintenant à une certaine maturité sur la motorisation électrique et que les gens commencent à y passer. Nous, on le voit puisque sur le salon, comme vous l'avez rappelé, de l'automobile électrique qu'on organise un peu partout en France, on se déplace et on va rencontrer les Français, les Françaises, et on leur fait tester l'électrique. Et on voit une appétence puisque d'année en année, on a x2 de visiteurs. Et pareil sur non seulement les constructeurs, les marques et les distributeurs locaux qui commencent maintenant à être beaucoup mieux formés aussi sur la vente et les informations à donner autour du véhicule électrique. Et c'est très important parce qu'il y a une désinformation importante et certaines craintes aussi. Et on le voit d'ailleurs, ça se répercute sur les chiffres. On aura l'occasion d'en reparler longuement. Olivier Blond, quand on parle des problématiques liées à la pollution, à la qualité de l'air, est-ce que l'électrique aujourd'hui s'impose ? Alors, ce qu'il faut commencer peut-être par dire, c'est que ça va beaucoup mieux maintenant qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. En Ile-de-France, on est à moins 30 ou moins 40% des principaux polluants de l'air. C'est rare d'entendre un discours comme celui-ci. C'est une très bonne nouvelle, il faut s'en féliciter. Et ce n'est pas que grâce à la voiture électrique, qui a quand même, occupe une part très modeste du parc circulant. Oui, on y reviendra. Mais c'est simplement aussi par, l'amélioration du parc thermique classique, le changement des pratiques, le recours au vélo, au transport en commun, et tout ça permet d'améliorer sensiblement les choses. On le voit à Paris, plusieurs mesures sont prises afin de réduire la place des véhicules à essence. Thomas, je crois que vous vous êtes intéressé aux zones à faible émission notamment. Oui, depuis plusieurs années, la France, elle pollue, et c'est même la Commission européenne qui le dit. Elle a mis en demeure la France pour une trop grande pollution de particules fines, donc ces particules émises par les véhicules motorisés. Et en réponse, la France a créé donc des ZFE, des zones à faible émission. Elles sont destinées à faire baisser les émissions de polluants dans les grandes villes. En France, on en compte 12 et au niveau européen, on en compte 320. Alors comment ça fonctionne, Thomas ? Alors le critère essentiel, c'est la vignette critère R. Cette vignette consiste à classer les véhicules selon leur pollution. Il existe 6 classes de certificats, de 1 à 5, et une autre classe dite des véhicules non classés, qui sont trop polluants à ce moment-là. Et donc plus le chiffre est élevé, plus la pollution est importante dans le véhicule.
Pour la circulation en tant que telle, ça signifie qu'en fait, selon les critères, la circulation est interdite par rapport à la vignette. Et actuellement, comment est-ce que ça se passe dans le Grand Paris? Alors, c'est en 2015 que la ZFE parisienne est apparue. Et le 1er juin 2021, on a eu les premiers véhicules interdits à la circulation. On a eu les véhicules non classés et les critères 5 et 4 qui ont été interdits. Une décision qui n'a pas été acceptée par tous, loin de là. Sur les 149 avis recueillis par la ville de Paris en 2020, ils étaient 66% à être défavorables ou défavorables, mais sous réserve. Donc on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Et actuellement, donc, seuls les véhicules électriques, hybrides ou critères 1, 2 et 3 peuvent circuler dans la ZFE parisienne. Est-ce qu'il existe quand même des autorisations exceptionnelles, des passe-droits finalement? Oui, oui, Victoire, il existe même une solution qui a été mise il n'y a pas très longtemps. Après l'annonce du 1er janvier prochain qui dit que les voitures critères 3, donc les diesels immatriculés avant 2011 ou les essences avant 2006, ne pourront plus circuler dans les ZFE. On a quand même créé une autorisation. On a créé un pass. Et en fait, c'est comme à Lyon ou à Toulouse, le Grand Paris va mettre en place un pass ZFE 24 heures qui consiste à permettre aux véhicules critères 3 de circuler 12 fois dans l'année sur une journée complète, mais 12 fois. Sinon, interdiction de pouvoir... C'est limité à 12 jours dans l'année, sinon pas le droit de circuler. Ça concerne combien de véhicules? Ça concerne 422 000 véhicules particuliers et 59 000 véhicules professionnels dans la métropole parisienne. Et en plus des ZFE, Thomas, il y a des projets nationaux qui ont été mis en place, 2 mesures très locales, notamment la place des SUV à Paris. Oui, j'en ai retenu 2, l'augmentation du stationnement des SUV et l'interdiction de vendre du gasoil pour 4 stations-service. Dans la première mesure, c'est depuis le 1er octobre, il faut payer 3 fois plus pour stationner son SUV. Pour rappel, le SUV, c'est des véhicules lourds. On parle de plus de 1,6 tonne pour les moteurs thermiques et plus de 2 tonnes pour les moteurs électriques. Donc pour l'interdiction de vendre du gasoil, cette mesure elle concerne 2 stations à la porte d'Aubervilliers, une à Issy-les-Moulineaux et une à la porte d'Orléans. Là encore, la mesure est active depuis le début du mois d'octobre. Donc on le voit bien, à travers ces décisions, l'objectif de la mairie de Paris est de supprimer ou de réduire en tout cas les voitures dans la capitale. Preuve en est, le Figaro a sorti cet après-midi un papier relatant le lancement imminent du projet de la zone à trafic limité voulu par Anne Hidalgo, dans le but de réduire de 7 à 30% le trafic routier sur les grands axes. Une volonté donc qui s'inscrit dans un projet de réduction de la pollution de l'air. Bien sûr. Merci Thomas de nous avoir détaillé ces mesures. C'est vrai que quand on regarde la ZFE, la ZTL dont vous venez de nous parler, la fermeture de stations, la chasse aux SUV, le périph' à 50, la voiture thermique, globalement, elle n'est plus la bienvenue dans Paris. On s'en rend compte et c'est assez unanime. Et malheureusement, je trouve que c'est très idéologique. Parce que pour tout un ensemble de personnes, l'utilisation de la voiture, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Les gens, ils ne prennent pas la voiture pour le plaisir, le matin, de prendre des embouteillages pendant 1 heure et aller au travail. Et sur les chiffres que vous avez donnés, je voudrais apporter une petite précision. Vous dites qu'il y a 450 000, en gros, véhicules concernés à l'intérieur de la MGP. Mais le problème, c'est que les gens qui utilisent le périphérique ou même qui traversent Paris, ce n'est pas seulement la MGP, c'est la région tout entière. Et là, il y a 1 500 000 véhicules qui, à partir du 1er janvier, n'auraient plus le droit de circuler. Enfin, c'est pas très pragmatique, parce qu'il n'y a aucun moyen ni de produire les voitures et de les vendre, ni pour les usagers de les acheter. Et surtout, ça défavorise vraiment les gens. Aujourd'hui, il y a une inégalité sociale fondamentale, c'est la distance au cœur de Paris, parce que l'immobilier à Paris, il est très cher, et quand on s'éloigne, en moyenne, c'est moins cher. Et il faut prendre en compte cette inégalité, sinon on fait une politique écologique antisociale. Antoine Lafay, quel est le regard que vous posez sur toutes ces mesures finalement qui se superposent et qui viennent compliquer la place de la voiture dans l'espace public, dans nos vies, dans nos trajets? Aujourd'hui, le véhicule est énormément remis en question, mais on voit des bénéfices majeurs dans l'évolution des technologies. Ça nous pousse à aller plus loin. Par exemple, moi je vais vous donner l'exemple des systèmes de sécurité active. Vous avez de plus en plus de systèmes qui préviennent les crashs, réduisent les impacts, par exemple du freinage d'urgence, du maintien dans la voie, de la prévention de survitesse. Et tout ça fait que vous avez des systèmes plus sûrs dans les voitures et vous réduisez les impacts sur les piétons, les vélos. Et c'est un enjeu majeur sur lequel va Léo travaille aujourd'hui. Et notamment dans une ville comme Paris qui peut être congestionnée par les volumes de voitures, bien sûr, qui y circulent. J'aimerais qu'on parle de l'électrique qui reste une option coûteuse. Pour ça, j'aimerais qu'on écoute Lucas Demeo, le PDG de Renault, qui s'est exprimé sur le sujet le 26 février 2024. Il a promis une voiture électrique à moins de 20 000 €. Je pense que dans l'espace de 2-3 ans, on sera capable d'avoir des voitures à moins de 20 000 € en électrique de nouvelle génération. Et ça, c'est l'engagement de Renault et d'Ampère.
Il va donc falloir attendre 2 à 3 ans pour pouvoir acheter des véhicules électriques à des prix compétitifs. Et on ne cesse de parler de contraction du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait en attendant, Yann Azran? Alors d'abord, il faut savoir que vous avez une bonne partie, plus de la moitié des véhicules neufs qui, lorsqu'ils sortent pour être vendus, ne sont pas forcément vendus en vente complète, sont souvent en LLD, LOA, donc en location longue durée. On parle donc là de loyer, ce qui veut dire qu'au démarrage, le véhicule va coûter plus cher, à l'usage, il va coûter moins cher. On a la petite pompe à essence à la maison qui s'appelle la prise électrique. Et au final, on va réussir à équilibrer comme ça un budget. Pour être très honnête, moi-même ayant un véhicule électrique, on va réussir à gagner sur son budget. Donc ça, c'est du leasing. Ça, c'est sur du leasing. Mais c'est 57% aujourd'hui des voitures neuves qui sortent, le leasing. Donc c'est quand même très important. Vous dites une prise sur laquelle on peut brancher son véhicule. Quand on est parisien, qu'on habite dans le centre de Paris, comment fait-on? Vous avez un droit à la prise en copropriété, qui vous permet justement de faire en sorte que la copro puisse installer une prise si vous avez un parking. Si vous n'avez pas de parking, effectivement, très franchement, quand on habite à Paris, on ne roule pas énormément. Puisque là, on parle vraiment de Paris intramuros quand on est sur une problématique de prise comme ça, très souvent. Et en réalité, là-dessus, vous allez avoir à recharger selon la taille de votre batterie, une fois tous les 7 jours, 10 jours parfois, pour avoir un coût à la recharge de 30 € environ pour charger toute sa batterie. Ça reste quand même un petit peu moins coûteux que le plein d'essence, surtout depuis malgré l'augmentation des prix de l'électricité et du coût, bien sûr, de l'électricité. Toujours est-il, c'est vrai qu'une chose qu'on a remarqué au Mondial de l'Auto hier, c'est que les véhicules qui sont présentés sont quand même de plus en plus gros. D'année en année, on a des voitures de plus en plus grosses et c'est ce qui fait un petit peu saliver les usagers, ça donne envie. Là où le véhicule électrique à la base est sorti avec la Nissan Leaf ou la Renault Zoé qui étaient des voitures citadines avec malgré tout un super espace pour le coffre puisqu'on gagne de la place sans le moteur. On revient sur des modèles de voitures qui sont... Exactement, on revient sur des modèles de voitures, on arrive plutôt sur des modèles de voitures qui sont énormes. Vous l'expliquez comment ? Mais c'est parce qu'on a essayé de nous montrer que c'était ce qui donnait justement, vous parliez tout à l'heure de rupture sociale, ce qui donnait ce statut social, c'était la grosse voiture. Ce qui aussi pouvait donner la sécurité, c'était cette grosse voiture. Et finalement, on arrive avec des gens qui ont des SUV gigantesques qui sont seuls dans leur voiture. Allez expliquer ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans le remaniement actuel, on a 2 ministres qui semblent être très conscients des enjeux que vous avez tous autour de la table un petit peu évoqués. L'un, c'est François Durovray, qui est le nouveau ministre des Transports, qui est l'ancien président du département de l'Essonne et qui était chargé des mobilités pour la Fédération des départements de France. C'est quelqu'un qui a vraiment très à cœur les sujets de justement éloignement géographique et de se dire tout ne se passe pas dans des centres-villes. Oui, il y a la France des périphéries et c'est un vrai sujet et on doit s'en saisir. Et en fait, l'Essonne, qui est collé quand même à Paris, a déjà ces problèmes-là sur son territoire. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être conscient de ces sujets. On va voir s'il va réussir à œuvrer là-dessus, mais c'est vachement intéressant. L'autre personnalité, c'est Olga Givernet, qui est la nouvelle ministre de l'Énergie. Oui. Et elle, juste avant de devenir ministre de l'Énergie, lorsqu'elle était à la Commission Développement Durable, Aménagement du Territoire l'an dernier, avait une proposition de loi sur les micro-voitures. Comment essayer de faire augmenter le nombre de micro-voitures, donc ces toutes petites voitures comme des micro-linos, des Citroën Ami, ce genre de tout petits véhicules, pour pouvoir avoir une carrosserie autour de soi. On habite à Paris, on a eu la pluie de la tempête Kirk la semaine dernière, donc on a parfois aussi envie d'être protégé. Mais vous le dites, c'est pas le sens de l'histoire, on revient vers aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas du tout, et par contre, on se rend compte que quand on pousse un petit peu trop le bouchon, vous parliez des ZFE, quand on est trop dans la contrainte, on a un point de rupture. On perd du sens, oui, tout à fait. Et donc, il faut réussir à sortir du dogme et il faut réussir à donner envie. Les véhicules électriques, aujourd'hui, sont une source non seulement d'emploi potentiel qui peut être énorme si jamais on travaille bien. Ce sujet de l'emploi est compliqué. Et qui, par contre, au niveau technologique, donne envie. Et on peut s'en sortir avec des loyers qui, finalement, nous font gagner de l'argent dès le premier loyer. Grâce à la LLD, à la LOA, mais qui sont aujourd'hui, c'est pas un changement, hein, c'est 57% des Français qui de toute façon prennent leur véhicule comme ça aujourd'hui. Et fonctionnent avec du leasing. Ce qui est particulier, c'est qu'on parle de cet engagement politique. Vous nous avez parlé de l'engagement de ces 2 personnalités en particulier. Quand on regarde les subventions, elles diminuent. Le bonus écologique chute et c'est prévu pour durer. 2023, 5 000 €. 2024, 4 000 €. Prévision 2025, 3 000 €. Donc on n'a rien compris. Bientôt, c'est nous qui allons payer pour. Non, oui, c'est ça le problème. Olivier Blon, comment on l'explique ? Alors d'abord, je voudrais dire qu'à la région Île-de-France, c'est l'inverse. On a augmenté, on a doublé notre bonus pour l'achat de voitures électriques à cette condition que ce soit des véhicules qui soient fabriqués en France ou dans un pays bas carbone. Il y en a très peu, mais effectivement, le point de départ, c'était
on ne peut pas justifier une subvention écologique pour un véhicule qui est construit dans des pays qui fonctionnent avec des centrales à charbon qui sont en fait au final détrimentaires pour le climat. Après, pour l'État, je ne veux pas m'engager. Non, mais c'est quand même particulier. On n'arrête pas de dire qu'il va falloir qu'on trouve des solutions à cette crise écologique, qu'il y a des soucis liés à l'environnement, qu'on veut pousser les consommateurs, les acheteurs, les franciliens à acheter des véhicules électriques et derrière on baisse le montant des subventions. Les caisses sont vides, c'est juste ça. Hein. Je pense que c'est très simple à expliquer, malheureusement. La question du budget. Je suis parfaitement d'accord. Les caisses sont vides et de l'autre côté, le prix des voitures électriques a drastiquement baissé à l'achat. Le coût initial qui pouvait être parfois de 45-50 000 euros pour des véhicules entre guillemets basiques, c'est-à-dire qu'une Renault Zoé avec pas mal d'options, c'était 39 000 euros en 2020. Aujourd'hui, vous allez être sur des véhicules, il y a la IC3 ou ce genre de véhicules qui vont être à 25 000 euros, quelque chose comme ça. On a 15 000 euros de différence, vous avez perdu 2-3 000 euros de subvention, on y gagne toujours. D'accord. Antoine Lafay, justement, est-ce que sur ces questions d'innovation, aujourd'hui on a réduit finalement l'écart qui existait et qu'on a réussi un peu à internaliser ce coût dans les véhicules parce qu'on propose, vous l'avez dit tout à l'heure, des aides à la conduite, un certain nombre d'innovations qui permettent aux véhicules d'être de plus en plus autonomes, d'être de plus en plus aidants, compétents dans l'accompagnement aux conducteurs. Est-ce qu'on a réussi finalement à diminuer la part que représentaient ces coûts d'innovation ? En fait, c'est l'histoire de l'industrie automobile, de mettre sur la route pour le plus grand nombre des innovations. On commence toujours par le haut de gamme et petit à petit, on descend en gamme et ça devient un équipement standardisé. Je vais vous donner l'exemple de l'aide au stationnement que Valeo a développé en 1991 pour la BMW série 7. D'accord. Qui est vraiment le plus haut de gamme. Et aujourd'hui, c'est un équipement standard sur une Peugeot 208 ou une Renault Clio. Et voilà, et ça vient à un coût marginal faible. Et aujourd'hui, on travaille à rendre ces technologies de sécurité de plus en plus accessibles et abordables pour le plus grand nombre. J'aimerais qu'on dise un mot aussi sur les ventes de véhicules électriques qui suivent la même tendance que les subventions, en baisse, malgré l'offre grandissante, malgré la sensibilisation dont on vient de parler, malgré les mesures prises aussi, et notamment ces fameuses ZFE, 12,6% de la part d'électrique dans les voitures vendues entre janvier et août 2024, déjà c'est peu, et c'était 13,9% l'an dernier. Donc on recule. Comment on se l'explique également ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Vous nous parliez tout à l'heure du fait que les Français se laissaient séduire par l'électrique. On se rend compte dans les chiffres qu'on a du mal quand même à aller à l'acquisition. Alors la première chose, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres. Moi, j'ai plutôt 17% sur le 100% électrique et 7-8% sur l'hybride rechargeable. Donc sur les véhicules électrifiés, ça fait quand même une part de 25%. Quand on sait qu'en 2019, on était... En tout, sur ces 25%, à l'époque, on était à 2-3% des parts de marché. Donc, il faut aussi... il y a une progression depuis 2019, peut-être un mini recul. En fait, en 2019, les gens qui achetaient une voiture électrique, c'était des originaux. Ils étaient vus comme des martiens par leur entourage. Tandis qu'aujourd'hui, c'est normal pour une personne sur 5 ou sur 6, selon les chiffres qu'on va avancer, d'avoir une voiture 100% électrique. Ensuite, c'est un changement qui se fait au fur et à mesure. À chaque fois qu'on a une personne de notre entourage qui a une voiture 100% électrique, ça devient de plus en plus le référent familial ou amical vers lequel on va se tourner pour savoir si on passe à l'électrique. Donc, il se passe quelque chose, c'est un mouvement. En seulement 5 ans, de réussir à passer de 3% à 25% des parts de vente, c'est énorme et ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous diriez pour autant qu'on est dimensionné pour l'électrification du parc qu'on demande? On sait qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge, on le voit, il suffit de prendre l'autoroute et de s'arrêter à une station essence pour constater que systématiquement, maintenant, il y a des bornes de recharge électriques. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut demander à sa copropriété d'installer des prises, donc c'est de plus en plus facile, mais est-ce que c'est pour autant naturel ? Est-ce que c'est naturel ? C'est une bonne question. Par contre, la question maintenant se pose naturellement. Il n'y a pas une personne qui, quand elle va passer sur un véhicule neuf, sauf les personnes qui vraiment se sont idéologiquement mis contre, à cause notamment des mesures un peu répressives, mais il n'y a pas une personne qui ne se pose pas la question de « bon, maintenant, je dois acheter une voiture neuve ». Si je dois acheter une voiture, on se pose sincèrement la question. De toute façon, c'est rarement un petit achat plaisir du dimanche matin. On y a pensé. C'est pas ce que je sous-entendais. Je sais bien, mais c'est-à-dire que mon véhicule, je l'ai depuis 10 ans, je dois changer de voiture. Sur quoi je vais investir pour les 10 prochaines années? Et là, on se pose de manière très sérieuse la question de l'électrique. Et donc, c'est rentrer dans quelque chose de plus popularisé. Sur la partie, est-ce qu'on est prêt au niveau du réseau électrique, etc. Claude Renard, qui est le délégué interministériel sur l'implantation des ZFE et de l'objectif, à l'époque 100 000 bornes et maintenant 400 000 bornes de recharge, lui vous dira que oui. Il me l'a dit la semaine dernière, il me disait on est dimensionné et on va en plus pouvoir utiliser les véhicules électriques dans les 10 prochaines années
pour restocker de l'énergie, puisque le problème, c'est pas que de la production, mais c'est du stockage d'énergie. On va pouvoir utiliser ces voitures pour stocker de l'énergie, la renvoyer dans le parc énergétique français quand on aura besoin, dans le réseau énergétique, et la réutiliser quand on aura besoin dans le véhicule. Donc, il se passe vraiment quelque chose, et ça, c'est de la technologie pure qui nous permet de le faire. Olivier Blanc, une réaction? Je pense que c'est effectivement très heureux comme tendance, mais j'alerte sur un sujet, c'est que, notamment à Paris, les gens utilisent moins leur voiture. Pourquoi ? Parce qu'ils sous-traitent la mobilité. Ils font venir dans les magasins par camion leurs courses, ils font venir le soir leurs courses par des livreurs, etc. En fait, ils sous-traitent la mobilité. Et tout ce qui est transport de marchandises et transport de personnes, là, c'est un vrai sujet où on est quand même assez loin. Sur les poids lourds, c'est beaucoup plus compliqué, l'électrification. Il y a d'autres solutions. Donc c'est peut-être là qu'on doit creuser. Mais là, il y a des vrais enjeux de progrès. Et en termes de santé publique, c'est majeur. Alors, il y a la santé publique et il y a aussi le manque de main-d'œuvre dans les transports. On a des milliers de chauffeurs routiers qui manquent. Tous les ans, à la rentrée, on a 7-8 000 conducteurs de cars scolaires qui manquent à l'appel. Et c'est un enjeu. Les gens, effectivement, font appel de plus en plus à de la mobilité partagée ou commerciale. Et en fait, les technologies d'aide à la conduite et de véhicules autonomes peuvent améliorer et rendre cette... Et répondre à ces enjeux, en effet, de manque de moyens humains. J'imagine que vous pensez notamment à cette inauguration de cette nouvelle navette autonome qui a été proposée par la RATP. L'idée, c'est qu'on aille de plus en plus vers du déplacement public autonome. L'idée sur le véhicule autonome, c'est de pouvoir offrir de la mobilité au plus grand nombre, pouvoir maintenir des gens dans les campagnes qui ne peuvent pas forcément conduire tout seul et d'avoir des services de taxi autonome, de navettes autonomes à la demande pour maintenir, faire de la livraison du dernier kilomètre en autonome, rentrer depuis des quais où il y aura des barges de déchargement de transport jusque dans des mini-entrepôts dans les villes par des robots. C'est le futur et on voit que ça arrive aux États-Unis, en Chine. Vous pensez, j'imagine, à la dernière proposition d'Elon Musk, on va regarder justement ce nouveau jouet, le RoboVan. C'est bien plus qu'un jouet, hein, c'est un concentré de technologie, comme à chaque fois qu'Elon Musk nous propose une innovation. Bon, côté RATP, c'est un peu moins futuriste, hein, ce qu'on propose évidemment, mais en tout cas, c'est dans la même veine, c'est dans la même logique. Exactement, et je pense que ce que propose la RATP, c'est quelque chose qui est ancré dans une réalité concrète, et c'est ça aujourd'hui. Et en France, en plus, on a la chance d'avoir une grande expertise à la fois dans l'automobile et le transport public, ferroviaire et bus, et on doit faire... On se doit d'être à la hauteur. On se doit d'être à la hauteur. Sur le transport public autonome, on se rappellera quand même qu'on a inauguré il y a plus de 15 ans la ligne 14 de la RATP, qui était 100% autonome et qui transporte des millions de personnes. Mais c'est vrai, c'est important. Exactement. La ligne 1, la ligne 14 du métro parisien, c'est des exemples de véhicules autonomes pour du transport public de personnes. Et ça fonctionne au quotidien et ça fonctionne très bien. Et je pense qu'en termes d'emploi, de compétences, on n'a pas à rougir par rapport aux Chinois ou aux Américains. On a cette expertise, on doit continuer à investir dans la R&D en Europe, en France, pour maintenir notre leadership sur un certain nombre de ces sujets-là. Et j'ai deux chiffres très intéressants à vous partager. 89% des Français croient en l'avènement des véhicules autonomes. Ils sont même 41% à penser que cela arrivera rapidement, d'ici 10 ans. En particulier les jeunes et les citadins, 47% des Franciliens sont pour. Et ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, vous avez dans certaines villes, aux États-Unis ou en Chine, des flottes de robotaxis qui sont à disposition dans des services commerciaux, c'est-à-dire que les gens payent pour ça, comme un taxi G7 ou un Uber. Vous appelez un véhicule autonome et il vous emmène d'un point A à un point B de manière sécurisée et de manière complètement transparente par rapport à ce que vous pouvez faire avec un taxi classique. Et on n'a pas de raison de s'inquiéter. On a vu les dérives de certaines innovations qui ont été proposées, peut-être mises sur le marché trop vite, avec des véhicules autonomes qui perdaient le contrôle. C'est pas ce qui risque de se passer, dans le cadre d'un transport de personnes. Aujourd'hui, les véhicules autonomes, pour être homologués, doivent être 100 à 1000 fois plus sûrs que la conduite d'un être humain moyen. Bon, donc tout va bien. On est sur une amélioration. On a un bémol. Non, mon seul bémol, en fait, il n'est pas forcément sur la technologie ou le savoir-faire. Je pense que les États-Unis et la Chine sont un petit peu différents du marché. Sur les mobilités de manière générale, à Paris notamment,
On s'est rendu compte que quand on a fait venir les trottinettes, les vélos en libre-service, etc., il y en a beaucoup qui se retrouvaient dans la Seine, là où elles n'étaient pas forcément destinées, juste par vandalisme. Il faudra faire très attention à ce point pour les constructeurs et les distributeurs et les services qui vont se monter autour du véhicule autonome, c'est qu'on a un sujet, un vrai sujet parfois sur le vandalisme gratuit, pour le plaisir, et ça peut vraiment impacter. Et quand on sait ce que ça coûte un véhicule autonome, on ne peut pas se le permettre du tout. C'est absolument aberrant de se dire qu'on peut avoir ces risques. Aux États-Unis, il faut savoir qu'à San Francisco, il y a des gens qui sont amusés, parce qu'ils sont hyper anti-véhicule autonome, à mettre de la peinture sur les caméras, des choses comme ça, pour rendre fou le véhicule autonome. C'est toujours assez dommage de constater ça. En effet. Mais c'est juste un petit bémol, c'est-à-dire que technologiquement, je pense qu'on est prêt. Les gens, oui, en ont besoin, mais les quelques personnes un petit peu affolées sur le sujet peuvent faire des choses assez dramatiques là-dessus. Un mot, Olivier Blon, peut-être sur le développement d'une autre innovation dans l'automobile, l'hydrogène. Un modèle particulier, un modèle qui, encore une fois, nous surprend. On est heureux de ces innovations qui arrivent sur le marché, mais est-ce que c'est un modèle viable? Est-ce qu'il y a une échéance qui s'approche? Est-ce qu'on en est encore loin? Alors moi, je ne suis pas un expert de l'économie de ce système, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'émissions du moteur, au lieu de produire des gaz polluants, ça émet de l'eau pure. Donc c'est vrai sur le papier, c'est génial. C'est super. C'est pour ça que je vous demande. Et ça ne fait pas de bruit. Le moteur ne fait pas de bruit, parce qu'en gros, c'est un moteur électrique alimenté par une pile. Et ce que je voudrais dire, c'est que autour de ces technologies de motorisation, il faut bien penser que c'est tout l'ensemble de la mobilité qu'il faut réfléchir. Par exemple, l'état de la route. Ben, si la route elle est mal entretenue, votre véhicule va émettre plus de pollution. D'accord, donc c'est une logique globale finalement. Et il n'y a pas que le moteur, il y a aussi les roues qui vont s'user progressivement, le système de freinage qui fonctionne par frottement. Tout ça fait que même une voiture électrique, même une voiture hydrogène, aussi intéressante que sont ces technologies, ne sont pas des voitures complètement propres, il reste encore des choses à améliorer. Donc vraiment une vision holistique de ce qu'est la route, de ce qu'est l'automobile et de ce qu'on doit travailler derrière si on veut arriver à des niveaux de pollution encore plus bas. Je vous voyais réagir, Yann Nasran. Non, sur l'hydrogène, il faut se poser la question de l'usage et du besoin, qui est logiquement beaucoup plus sur du transport lourd que sur nos voitures particulières au jour le jour, puisque aujourd'hui... Vous pensez au secteur de l'aviation ? Entre autres, ou du poids lourd. C'est-à-dire qu'en réalité, alors il y a deux sujets. Pourtant, il y a des stations à hydrogène à Paris. Oui, mais c'est sur pour les professionnels. Par exemple, c'est Air Liquide qui a fait cette station pour une marque de taxi. Toujours est-il, cette marque de taxi, à l'époque, les voitures électriques qui étaient proposées ne pouvaient pas vraiment être des voitures pour les professionnels. De nos jours, il y a énormément de chauffeurs, que ce soit VTC ou taxi, qui roulent en 100% électrique et ça fonctionne puisque les batteries ont une bien meilleure capacité qu'il y a 5 à 10 ans. L'autre chose sur l'hydrogène, c'est qu'à date, on ne sait pas produire un hydrogène très propre encore et on a besoin de beaucoup de pétrole pour produire notre hydrogène. Donc il faut faire un petit peu attention. Olivier Blon n'est pas d'accord, ça m'intéresse. Je ne suis pas d'accord. Juste pour dire... Parce que c'est aussi une fierté en Ile-de-France, on est la région avec la plus grande flotte circulante en hydrogène. Tout à fait. Ça fait partie de l'héritage des Jeux Olympiques. Il y a 500 voitures Toyota qui ont été laissées en circulation dans notre région, qui s'additionnent aux 400 qu'on avait déjà. On est donc les premiers du monde. On est porteurs. C'est pas mal. Et on s'en félicite. Eh ben oui, et on a parmi les stations de production d'hydrogène les plus puissantes qui, en général, en tout cas en Ile-de-France, fonctionnent avec de l'électricité. Donc c'est pas directement émissif puisque c'est de l'électricité nucléaire. Si demain on globalise la mais chose, en tout cas en Ile-de-France. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement sur les poids lourds, on est sur peut-être une rupture. Là, on a justement en région, on a inauguré le mois dernier la première station dédiée aux poids lourds et on fait du rétrofit, c'est-à-dire qu'on a des vieux camions diesel bien polluants, on change leur moteur, on change tout, enfin on fait du Lego. On met un moteur hydrogène dessus, on a une station hydrogène et c'est hyper efficace. Et effectivement, on recycle, on ne crée pas à nouveau toute une machine. Alors qu'il y en a qui peuvent rouler. C'est intéressant parce que c'est pousser la logique jusqu'au bout. C'est super intéressant. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce décryptage autour du salon de l'automobile et des enjeux, bien sûr, de la mobilité de demain. On passe à la culture, c'est parti. La mythique piscine Molitor accueille la 2e édition des cabines artistiques après le succès de la première en 2018. Pour l'occasion, Molitor a invité des artistes du monde entier à venir s'exprimer dans les cabines qui bordent le bassin intérieur. Une sélection qui offre un tour d'horizon très riche de l'art contemporain urbain à travers le monde, dont on va parler avec Sylvia Randazzo. Vous êtes la directrice artistique de l'hôtel Molitor. L'art urbain a une place de choix à Molitor puisque pendant près de 20 ans, la piscine Molitor a été un immense atelier à ciel ouvert pour les street artistes.
La ville de Paris avait alors fermé les portes de la piscine qui était devenue finalement un spot de graphe. Tout à fait. Et ça donne quand même un héritage intéressant. Oui, complètement. Il y a un premier héritage, effectivement, de 29 à 89 qui parle d'art, mais on va plus parler d'art déco, ou on va plus parler de spectacle vivant. Parce qu'il y avait quand même du spectacle vivant dans des piscines à Paris, ce qui était déjà extraordinaire à l'époque. Et puis effectivement, quand en 89, la ville de Paris ferme Molitor, c'est toute une autre population qui découvre Molitor. C'est une autre forme d'art aussi qui s'exprime. Le graffiti, le street art, le tag. Et puis également, finalement, d'autres spectacles qui sont organisés de manière un peu plus illégale, mais des rave parties, des résidences d'artistes. Mais il y a une connexion très forte finalement entre le monde artistique, le monde urbain et Molitor. Ça fait vraiment partie des gènes de cette piscine. C'est rigolo. Oui, complètement. Le lieu, en fait, s'y prête. Tout à fait. Parce que Molitor, c'est très fermé de l'extérieur. C'était vraiment un souhait de l'architecte de l'époque, Lucien Paulet, qui voulait finalement construire un coffret autour de ces deux piscines. Tout à fait. Exactement. Donc en fait, une fois que vous êtes entré à l'intérieur de Molitor abandonné, vous êtes complètement invisible depuis l'extérieur. Et alors là, vous pouvez vous amuser des après-midi entières à faire ce que vous voulez. C'est l'idée. À l'époque. Ces cabines où autrefois les nageurs étaient en train de se dévêtir avant d'entrer dans l'eau. Maintenant, c'est aux artistes de se mettre à nu. C'est une jolie métaphore. Oui. L'idée est jolie, c'est de proposer finalement aux artistes de mettre un peu d'eux dans ces cabines. C'est ça. Et après, c'est aux visiteurs de rentrer dans ces cabines et de rentrer un petit peu à l'intérieur de l'œuvre, de l'art, de l'artiste. Et de l'univers qui est proposé, puisqu'à chaque fois, c'est un univers spécifique. Il n'y a pas vraiment de thème qui guide cette édition. Non. Alors, autant la première édition, le thème, c'était un peu une introduction à l'art urbain. Là, pour cette deuxième édition, on voulait vraiment proposer un voyage aux visiteurs à travers l'art contemporain urbain. D'où l'invitation d'artistes du monde entier. Exactement, oui. Donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir à chaque fois un artiste qui arrivait avec sa culture et qui déposait un petit bout de lui-même, on va dire, dans la cabine. Donc, 70 artistes ont pu s'exprimer. Quelles ont été les consignes données ? Le cahier des charges, on va dire. Alors, c'est carte blanche et tout est en général, c'est bon signe. Oui, ils aiment bien ça. Et en fait, non, il faut que ce soit surtout visible par un jeune public parce qu'on accueille beaucoup d'écoles et de jeunes enfants, donc on n'avait pas envie de trop les effrayer. Moi, je me suis noté des chiffres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé très amusants. 100 litres de peinture, 258 bombes Montana Colors, et peut-être le plus drôle, 3570 marches montées par les artistes pour accéder à leur cabine. C'est 2 fois la montée de la Tour Eiffel quand même, donc vous leur avez fait faire du sport finalement. Oui, ils ont fait du sport, oui. Ils ont monté des marches, certains même ont pris le temps de se baigner à 2h du matin, une fois qu'ils avaient terminé la cabine. Ça aussi, c'est l'ADN de Molitor. Oui, ça c'est des moments qui sont merveilleux, autant pour nous qui organisons ces événements, mais autant aussi pour les artistes qui se retrouvent en fait à peindre dans un lieu un peu magique, idyllique. Tard la nuit, il n'y a personne, et à 2h du matin, ils peuvent faire un plouf, quoi. Ils ont eu combien de temps pour créer ? Alors ça dépend. La plupart sont très rapides quand même, puisqu'ils peignent à la bombe de peinture, donc voilà, on est sur quelques heures, et puis d'autres qui vont peindre à l'acrylique, au pinceau, ça va prendre plus de temps. Donc une moyenne, ce serait, on va dire, 4 heures, de 4 heures à 3 jours. D'accord, donc vous leur avez donné en fait une fenêtre de tir pendant laquelle il fallait qu'ils créent, et ils se sont rencontrés, il y a eu des synergies, c'est intéressant ça aussi. Ouais. En fonction de leurs agendas, on a essayé de les réunir au maximum pour faire une ambiance... Des synergies, j'imagine, entre les artistes. Voilà, pour créer des rencontres. Certains se connaissaient déjà et c'était l'occasion aussi de se revoir, donc je pense que on a eu une session comme ça avec une dizaine d'artistes. Génial. Et c'est super, effectivement, parce que ça crée une énergie incroyable. Et puis aussi, les artistes se rencontrent. Et puis, c'est peut-être aussi l'origine d'un nouveau projet ailleurs dans le monde. Et voilà, c'est super. Oui, c'est intéressant ces connexions, parce qu'on imagine qu'ils sont les représentants finalement de la scène urbaine. Oui. Et derrière, on imagine qu'ils vont se retrouver ailleurs, dans d'autres contextes, et peut-être à ce moment-là créer une œuvre originale. Des artistes venus d'Afrique, d'Amérique du Nord, du Sud, mais aussi d'Asie, du Moyen-Orient, bien sûr des artistes français. Comment vous les avez sélectionnés ? Parce qu'il y a un nombre très imposant de street artistes dans le monde. Quel a été l'objet de la sélection ?
Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Et il n'y a pas de réponse. Alors, il y a des réponses. La curation, c'est affaire aussi de sensibilité. Bien sûr, c'est très subjectif, Voilà, c'est normal. Exactement, donc c'est très subjectif déjà. J'ai sélectionné des artistes dont le travail me plaisait. C'est important parce qu'après, il y a beaucoup de médiation autour de ces artistes. Et quand on aime quelque chose, c'est toujours plus facile à vendre. Voilà, hein. Exactement, ça se sent et on va dire que le public va plus adhérer. Voilà. Et puis ensuite, il était important pour moi de faire intervenir des artistes qui ont eu un rôle parfois dans leur pays ou dans leur région, dans l'art urbain, ou en tout cas dans l'évolution ou même l'origine de l'art urbain dans leur pays. Qui ont été des précurseurs exactement, finalement pour certains. Oui. Oui, et notamment Moa Oudou au Ghana, en Afrique subsaharienne, qui a beaucoup travaillé pour ce mouvement en créant des festivals notamment. Et enfin, un des critères qui est quand même important, c'est des artistes qui sont sympathiques. Oui, ça joue, hein, toujours. Être sympa, en général, c'est un bon point. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît d'un point de vue purement esthétique? Qu'est-ce qui vous touche? Indépendamment de leur histoire, indépendamment de ce que vous nous racontiez, d'un point de vue, bon, c'est votre métier évidemment, mais qu'est-ce qui vous touche dans une œuvre? Moi, ce qui me touche, ça va être sa lisibilité et sa portée vers le public. Voilà. Pour moi, l'art, ça a vraiment la vocation de s'adresser au public et au grand public et à tous les publics, en fait. Et c'est là qu'on a réussi la mission de ce que doit être l'art et peut-être l'art contemporain. Ouais. Parmi les artistes à ne pas manquer, Logan Hicks, le maître américain du pochoir, qui réinvente l'histoire du bikini avec des motifs Art Nouveau. Là, c'est complètement connecté avec l'ADN de la piscine Molitor. Oui. Certains artistes, en fait, se sont complètement inspirés de Molitor, de son histoire, de son architecture, de ses couleurs. Et puis d'autres sont non, c'est réducteur, mais sont venus avec leur identité propre, leur ADN, bien culture, sûr. Voilà. Mais pour les certains qui se sont inspirés de Molitor, Logan Hicks, c'est une petite pépite. Il y a un ou une artiste chinoise qui a transformé la cabine en un véritable océan. Là encore, on retrouve les codes de l'eau, de la piscine. À l'inverse, Chouf, en Tunisie, qui nous vient de Tunisie, interroge au travers de la calligraphie arabe la place de la langue. Donc c'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, c'est proposer un dialogue, une discussion, puisqu'en effet, on s'imagine découvrir ces cabines et échanger avec notre famille, nos amis. Oui. L'idée, c'est de créer des rencontres, des synergies. L'idée, c'est effectivement de se plonger dans la culture d'autres pays, d'autres artistes, de comprendre aussi certaines problématiques que peuvent rencontrer notamment les artistes femmes au Moyen-Orient, ou alors plus des problématiques autour de la nature, de l'environnement, et ça, on le voit beaucoup avec les artistes d'Amérique du Sud. Dans l'exposition. Oui, voilà. Donc, c'était amusant aussi de voir, en fonction des régions, les problématiques ou les sujets qu'on allait retrouver, et les techniques aussi, parce qu'il y a des techniques de peinture qui sont vraiment propres à certaines zones géographiques. Moi, j'ai beaucoup aimé Los Caladitos. Le nom est mexicain et ça a tout à fait raison de l'être. Une fresque poétique sur un cactus qui reçoit son premier câlin. Je trouve que la dimension poétique est magnifique. Et je trouve que le côté aussi awareness pour justement aller chercher l'attention des gens sur le réchauffement climatique, sur la nécessité de protéger la nature, tout en apportant ce message de la douceur. Enfin, je trouve ça génial. Vous allez adorer parce que Los Calladitos, en plus, sont en train de travailler sur leur premier film d'animation. Trop bien. Avec leur personnage fétiche. Et c'est extrêmement poétique. Voilà. Tout ce travail-là est extrêmement poétique. Il y a un clin d'œil qui est fait aussi aux céramiques françaises pour créer une œuvre colorée. C'est un projet qui vient d'Inde. Là, c'est génial. On se rend compte finalement que c'est extrêmement éclectique, la proposition qui est faite. C'est le but effectivement de cette curation, que le public se déplace pour voir quelque chose vraiment de foisonnant, de riche et de très très diversifié. Oui. Vous dites qu'il y a beaucoup de groupes scolaires, extrascolaires, périscolaires d'enfants qui viennent finalement voir cette exposition. Oui. Quel est le regard qu'ils posent sur ces œuvres? Est-ce qu'ils comprennent au premier coup d'œil? Est-ce que ça les interroge? J'imagine que ça les amuse parce qu'en plus le format de l'exposition est très ludique. C'est vrai que quand on sort des musées, c'est toujours plus facile d'aller chercher les enfants parce qu'il n'y a pas cette barrière que représente l'institution, le patrimoine. Est-ce que derrière vous arrivez à les attraper autrement, à leur raconter une histoire? Alors, le gros avantage, c'est que les maîtresses et maîtres d'école font un travail formidable en amont, en fait, avec les enfants. C'est-à-dire que mon rôle, ça va être de fournir le matériel... Donc le dossier pédagogique, finalement. Voilà, aux enseignants. Et ensuite, ils travaillent pendant des mois avec les élèves sur la visite. Ils vont les faire, je sais pas moi, peut-être peindre un peu comme Los Calladitos, des cactus, etc. Et de fait, quand les enfants arrivent, ils connaissent déjà les artistes, ils savent déjà à peu près ce qu'ils vont voir. Et donc, forcément, ils adhèrent un petit peu plus au projet, oui.
C'est une occasion unique aussi de découvrir ou de redécouvrir ce lieu, parce que c'est un lieu qui fait quand même partie de l'âme de Paris, qui est très prisé aussi. Ça permet d'ouvrir les portes de ce lieu, qui est quand même assez... comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'y ai ma place? Là, c'est l'occasion de faire venir un autre public aussi. Oui, c'est aussi, on va dire, C'était l'intention en fait de ce projet à l'origine, de pouvoir ouvrir de nouveau au public, au grand public, et de faire en sorte que Molitor ne soit plus que des piscines ou plus qu'un hôtel, mais aussi un espace culturel avec une programmation artistique à l'année. Et effectivement, donc le public est invité à découvrir les cabines sur inscription, en visite libre gratuite ou en visite guidée. Et le samedi, en visite guidée payante. En visite guidée payante. Et en fait, il faut vous imaginer, vous êtes avec un médiateur ou une médiatrice, un groupe de 5 personnes. Donc du coup, c'est vraiment très intimiste. Une petite visite où il y a beaucoup d'échanges. Ouais. Les clients de l'hôtel, eux, sont des spectateurs particulièrement chanceux. Ils peuvent profiter pleinement de l'exposition, même en faisant quelques brasses. Ça, c'est le must. Ouais. Vous organisez également une expo exclusive et éphémère jusqu'en novembre 2024, où il sera possible d'acquérir des esquisses, des toiles, des dessins des artistes impliqués dans le projet. On peut donc repartir chez soi avec une pièce de street art. Ça, c'est rare. Ouais. Et c'était en fait une superbe occasion aussi de pouvoir montrer le travail d'artistes qui n'ont pas l'habitude d'exposer en France, ni même à Paris, qui exposent dans leur pays. Il y a notamment l'artiste Xenson d'Ouganda qui a fait une magnifique exposition au Kenya, mais effectivement, il n'est pas présent à Paris. Donc là, en fait, c'était un peu de proposer aux gens, OK, vous avez aimé la cabine de Xenson, bon, vous ne pouvez pas repartir avec la cabine. Dommage, mais vous pouvez en avoir un petit morceau. Voilà, vous pouvez repartir avec une œuvre. Ouais. C'est quoi le prochain projet artistique de la piscine Molitor, celui que vous allez défendre? Alors, le prochain projet, déjà, c'est la sortie du livre des cabines au mois de novembre. Donc, il va présenter tout le travail de tous les artistes. Donc, ça, c'est un beau projet. Et ensuite, ça sera l'installation pour l'année prochaine, la grande installation hivernale qui surplombe le bassin extérieur de Molitor. Vous viendrez nous en reparler alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Sylvia Randazzo d'être venue nous parler de cette exposition et de ces cabines qui prennent vie à la piscine Molitor avec ces 70 artistes qui nous proposent un art urbain du monde entier. C'était un plaisir d'en parler avec vous et on passe à l'écho, c'est parti. On vous le dit assez, les plateformes de revente de seconde main font carton plein. Le nombre d'utilisateurs explose, tout comme les transactions. Elles permettent d'acheter moins cher des objets déjà portés, donc de limiter son empreinte carbone, mais aussi de vendre ce dont on n'a plus besoin pour se constituer un petit pécule. C'est le cas de Vinted, véritable champion en la matière. Et ma confrère a mené l'enquête pour Le Figaro. Bonsoir Emma. Bonsoir. Vous êtes journaliste éco au Figaro. Et là, on peut dire qu'il y a un vrai phénomène. C'est une tendance éco, c'est une tendance conso. Ah, on le voit, et alors pour tous les budgets, pour toutes les bourses, qu'on soit professeur, qu'on soit cadre, tout le monde vend sur Vinted, que ce soit du luxe, du Gémeaux, du Kaby, enfin on en a pour tous les goûts. Et c'est le grand gagnant de ces plateformes, parce qu'il y en a d'autres qui se sont greffés, parfois sur des segments un petit peu plus spécifiques, par exemple de l'ultra-luxe, mais c'est vraiment Vinted qui rafle le gros lot. Exactement, et que ce soit donc bien sûr en France, on en a aussi en Espagne, en Allemagne, dans plein de pays différents, Vinted est le numéro 1 des plateformes de revente. J'ai appris grâce à vous que c'était un site lituanien. Moi, je pensais que Exactement. c'était berlinois, donc vous voyez, j'ai appris de nombreuses choses dans ce papier, mais notamment ça. Certains disent avoir gagné une petite fortune. Vous avez voulu savoir le vrai du faux. Vous vous êtes lancé sur Vinted, vous êtes devenue une Vinti avec une enveloppe de 100 €. Alors à ce moment-là, vous étiez acheteuse, vendeuse, pour qu'on comprenne bien le point de départ de cette enquête. Alors j'ai toujours été un petit peu les deux. J'avais déjà mon compte Vinted où je vendais un petit peu mes articles d'adolescente, donc à bas prix. Et je me suis lancée vraiment en tant que vendeuse sérieuse à vendre des chemises Ralph Lauren, des polos, des chemises aussi Tommy Hilfiger, des hauts Lacoste, un petit peu plus des marques un petit peu de milieu de gamme qui peuvent plaire à toutes les bourses. Mais des produits que vous aviez ou que vous avez dû chiner? Que j'ai dû chiner. C'est tout la question. La question est là justement. Donc en fait sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu pas mal de personnes qui expliquaient le principe de la revente, qui parlaient un petit peu d'une mode old money, donc un petit peu BCBG. Oui, ça c'est BCBG, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est la grande tendance sur les réseaux sociaux. Old money, finalement, c'est ce qui marche le mieux. Surtout auprès des jeunes adultes. D'accord. Voilà. Quand on dit jeunes adultes, c'est quelle tranche d'âge? On va dire, la vingtaine. Ok, d'accord. Donc c'est le style old money qu'elle vend en poupe, et c'est ce qu'il faut donc acheter
pour bien revendre. Hein. Exactement. Parce qu'au niveau des clients, voilà, il y a beaucoup de jeunes justement qui sont sur cette plateforme, qui recherchent aussi ces produits spécifiquement. On les voit sur TikTok, on les voit sur Instagram, on les voit absolument partout. Et donc, il faut les trouver à bas prix pour pouvoir les revendre et se faire voilà, un petit peu de bénéfices là-dessus. Pour nous expliquer comment vous avez fait, on va en reparler tout de suite, hein, bien sûr, mais on va d'ailleurs parler de ceux qui se sont vantés, sur TikTok notamment, sur Instagram aussi, parfois sur d'autres réseaux sociaux, mais de gagner des fortunes. 600 € en quelques heures, pour certains plusieurs milliers d'euros par mois. C'est ça en fait hein, que vous avez voulu percer. Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce qu'on gagne vraiment autant d'argent? La réponse est non, malheureusement, et non, hein, c'est pas aussi génial. À moins de s'y mettre vraiment à temps complet, mais c'est-à-dire de commencer à 2 h du matin et de finir... Ça devient donc un métier. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, comment vous avez chiné, comment vous avez réussi à dénicher ces vêtements finalement milieu de gamme, mais de marques quand même assez prisées, à très bas prix, parce que c'est l'idée. Hein. Alors écoutez, moi j'ai tout simplement regardé déjà sur Vinted, pour rester sur la plateforme, on reste dans le milieu, et en fait on trouve des chemises, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, on trouve des chemises Lacoste à 5 €, avec les frais de port à 2,88 € pour être précise. Voilà, ça nous fait une chemise à moins de 10 € qu'on peut essayer de revendre au moins une trentaine d'euros, en tout cas sur mon profil. Donc j'ai essayé de faire ceci sur Vinted et aussi de regarder un petit peu sur Le Bon Coin aussi. On n'a pas forcément les mêmes types de vendeurs sur Le Bon Coin et on a par exemple... Le Bon Coin, on veut plus se débarrasser parfois c'est ça. En nombre, par exemple de 5-6 pièces qui sont similaires et donc on peut acheter des lots peut-être plus facilement. C'est ça. Et donc quand on achète des lots, bien sûr on économise sur les frais de port puisqu'on reçoit 3 chemises d'un coup. Ça c'est malin. Voilà, c'est ça. Pour un tarif d'envoi qui est toujours aux alentours de 3 € en général. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut trouver sur Vinted une chemise, vous le disiez, hein, d'une marque plutôt prisée à une dizaine d'euros, et derrière la revendre 30. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui achètent le même vêtement, tantôt à 10, tantôt à 30. Exactement. Donc il y a une asymétrie d'information, ça marche comment? Alors c'est surtout, moi je cherche dans les critères, il faut bien tout renseigner. Donc on cherche en homme, en femme ou en unisexe, qu'on regarde voilà, la taille, qu'on regarde surtout l'état, le plus important, état neuf, très bon état, ça, on va pas en dessous, voilà, il vaut mieux éviter. Et le prix, on peut donc mettre une fourchette de prix, moi je mettais en dessous de 10 €, et après on tombe voilà, sur des photos, on a des chemises qui sont posées par terre sur un tapis. Bon voilà, moi après... C'est des gens qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent vendre vite. Exactement, et donc on fait des bonnes affaires. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires en dehors de Vinted? Vous avez parlé du Bon Coin tout à l'heure, peut-être les fripes? Les fripes, bien sûr. Alors, voilà, l'un de mes meilleurs conseils, c'est bien sûr aussi voilà, les marchés ou entre particuliers. Parfois, on a des belles brocantes, en Ile-de-France notamment. Et voilà, là, on peut y aller. Alors, on peut négocier totalement sur les lots avec les acheteurs. Et c'est là, bien sûr, qu'on fait les plus belles affaires. Et alors en cherchant, en vous documentant, vous découvrez presque le poteau rose. Hein, vous faites doubler par des jeunes qui utilisent la puissance des algorithmes. Ça va très très loin, attention, là ça se professionnalise pour dénicher d'encore meilleures affaires. Alors j'ai découvert ça sur TikTok, justement des jeunes de 16 ans à peu près, qui proposent voilà, des algorithmes même à vendre, presque à louer leur technologie. Et l'algorithme sur Vinted ou sur Le Bon Coin par exemple, déniche justement donc, ces fameux critères. Par exemple une chemise voilà, d'une certaine marque à un certain prix. Et l'algorithme va directement acheter ces produits pour le vendeur qui, lui, peut totalement faire son activité de son côté. C'est extraordinaire. Donc l'algorithme, en fait, voilà, il a déjà la carte blanche enregistrée et voilà, il achète au fur et à mesure. Et du coup, donc, l'acheteur récupère directement ses colis chez lui pour les revendre ensuite, bien sûr, beaucoup plus cher. Mais là, on est à des niveaux, ils achètent des dizaines et des dizaines d'articles chaque jour. Alors, admettons qu'on reste sur le modèle un peu plus classique, on fait de belles trouvailles sur Vinted, sur Le Bon Coin. Maintenant, il faut les revendre, donc il faut mettre en valeur ces trouvailles. Quels sont les codes à respecter pour faire une bonne vente? Alors justement, c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure, justement. Et donc, voilà, il faut faire des photos professionnelles, donc c'est-à-dire les porter sur soi, bien sûr, quand c'est notre taille, les repasser, bien les présenter, mettre bien voilà, le col. Le plus joli possible. C'est ça, j'ai choisi en général des pantalons, un pantalon blanc, un pantalon beige, voilà, quelque chose qui aille un petit peu avec ces chemises-là. Se projeter hein, finalement, c'est la même logique qu'en magasin. Exactement. En général, sur fond blanc, c'est toujours mieux. Et ce qui rend le mieux, voilà, ce sont les hauts de couleur. Les hauts blancs sur un fond blanc, c'est toujours un petit peu difficile à revendre. Délicat, tout à fait. Et la description, il faut être précis. Très, très précis. On met toujours voilà, la marque, la taille, l'état, le prix. Alors, si on arrive à trouver le prix neuf, ce que j'ai réussi à faire sur certains sites, on met le prix neuf et le prix de vente à côté. Et bien sûr, là, ça fait venir les acheteurs. C'est sûr que quand le prix de vente est à 150 € et qu'on propose quelque chose à 20-30 €, on est de fait attractif. Et dans la description, alors ce qui est important aussi sur Vinted, c'est qu'on a la possibilité de mettre des petits hashtags, comme sur Instagram par exemple, sur nos photos personnelles. Et voilà, on peut mettre la marque, chemise, chic, all money, bien sûr, il faut le mettre de partout, BCBG, et là on va toucher toutes les catégories d'acheteurs. Et on peut dire que l'application,
c'est mise à la page aussi de ces éléments descriptifs que la plateforme demande. C'est très rapide, c'est très bien fait et c'est très intuitif quand même. C'est ça. Alors c'est très rapide à condition de quand même prendre le temps. Moi j'ai quand même mis une matinée avant de mettre tous mes articles en vente. Il faut, j'avais un proche qui me prenait en photo. Enfin j'ai fait participer tout le monde pour le coup. C'est une vraie ambition de groupe que de se mobiliser justement pour une enquête comme celle-ci. Quelle est la marge moyenne que vous avez réussi à réaliser? Finalement, vous avez gagné combien sur cette mise de 100 €? Écoutez, j'ai récupéré 122 € pour être précise. Donc, en plus de la mise de départ. Donc en fait, 222 € moins les 100 € de départ, 122 € de bénéfice. Exactement, c'est ça. Donc, contente en 3 mois. Ouais. Écoutez, moi, je me voyais déjà devenir millionnaire. Bon, je vais devoir attendre un petit peu, c'est pas grave. Ça sera pour une autre vie. Voilà. Non, mais ce qu'on comprend, c'est que certains en font un business, que quand on en fait vraiment un business et qu'on y met finalement tout son temps disponible, ça peut devenir très intéressant, mais que dans le quotidien, quand on vend des choses sur Vinted, je pense que c'est compliqué. Effectivement, ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu d'argent en plus. Je pense notamment aux étudiants qui peuvent avoir le temps à côté de leurs cours. Effectivement, ça, c'est génial. Par exemple, 122 €. Écoutez, effectivement, ça fait un beau plein de courses, justement, quand on est étudiant. Sûr. J'aurais bien aimé savoir tout ça quand j'étais étudiante. Oui, c'est sûr. Et puis, on parle de la contraction du pouvoir d'achat, de la nécessité aussi d'aller vers des comportements d'achat plus durables. On rappelle aussi qu'à la base, on achète sur Vinted, puisque ce sont des vêtements de seconde main. La question de la livraison est toujours discutable, parce qu'en effet, ça vient impacter, il y a un impact carbone important. Mais en effet, c'est dans une logique aussi de vendre des vêtements qu'on ne met plus, donc de se décharger de certaines choses à la maison et d'acheter des choses déjà portées. Vous avez découvert dans votre enquête une autre plateforme, une communauté, ça s'appelle Russ. Est-ce que c'est en référence à l'argot de sœur, c'est ça? Exactement. Ok. En quoi ça consiste? Alors c'est simple, en fait, on nous propose de récupérer des vêtements chez des particuliers et de les vendre à leur place. Donc chacun récupère une commission, nous, le vendeur, la personne qui nous a confié les vêtements et bien sûr la plateforme qui nous met en relation. C'est comme un dépôt-vente? C'est ça, un dépôt-vente 2.0. C'est ça. Et donc, en fait, on se rend chez les personnes, on récupère leur sac de vêtements, on fait les annonces à leur place, on envoie les vêtements à leur place, et une fois que c'est vendu, on le mentionne dans l'application, justement, Russ, et chacun récupère sa commission. Et ça marche ou... Alors oui, ça marche. Alors surtout à Paris, bien sûr, surtout dans les grandes villes, mais c'est présent dans toute la France. Et ça permet d'échanger. Et je pense notamment aux personnes qui sont débordées et qui n'ont pas le temps justement de faire ces annonces qui sont assez chronophages. Et tout le monde est content. Pour le coup, c'est un très bon échange de procédés. Sur Vinted, on remarque aussi que ce qui marche très bien, c'est les vêtements d'enfants. Parce qu'on les garde peu de temps, donc la revente est facile. Pour les petits budgets, ça permet d'acheter... le package complet sans se ruiner. Donc finalement, ça reste... Est-ce que c'est une aubaine? Est-ce que c'est juste un bon plan? Comment est-ce que vous voyez la plateforme maintenant que vous l'avez étudiée de près? Je pense que c'est un bon plan, si on reste à notre échelle sans rentrer dans ce business. Et le business peut vraiment être intéressant. Par exemple, je sais aussi que les vêtements de sport de certaines marques très connues, surtout au niveau des hommes, sont très, très prisés. Donc ça peut être intéressant aussi si on en a beaucoup, si on en trouve sur des brocantes et qu'on veut se faire un petit bénéfice, eh bien, il faut y aller. Et on suit bien les conseils d'Emma Confrère qui a écrit un papier excellent sur le Figaro, sur le sujet, un papier qui a cartonné. D'ailleurs, on voit que ça intéresse énormément les gens et on n'oublie pas le hashtag #AllMoney, très important. Merci beaucoup Emma Confrère d'être venue nous parler des résultats de votre enquête dans l'émission. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À demain.